Les origines des invasions vikings en Occident. Alors, lorsqu'on évoque les Vikings, en général, on évoque toutes sortes de raisons pour expliquer l'explosion scandinave qui a bouleversé l'Europe au 9e et 10e siècle. On donne des raisons qui sont liées à la surpopulation, des raisons politiques, des raisons liées au droit successoral qui donne la priorité à un seul enfant. On donne la polygamie, on dit que les terres là-bas étaient trop pauvres pour la population, et on dit aussi qu'il y avait des monastères à piller dans tout l'Occident et que cela aurait déclenché les invasions. Le seul problème, quand on envisage toutes ces causes, c'est que on ne regarde pas les motivations des chefs. La motivation d'un colon ou d'un jeune qui a envie de faire fortune, c'est pas la même que celle des chefs. Et si on veut comprendre le sens des invasions, c'est les intentions des chefs qu'on doit comprendre. Ce sont eux qui décident de défier un empire carolingien, c'est pas un agriculteur qui cherche des terres. Et donc, pour comprendre les invasions, il faut identifier les chefs, comprendre ce qui les fait marcher, et puis essayer de comprendre le sens de leurs attaques. Alors moi, ce que j'ai compris des invasions, je l'ai compris en Gascogne. C'est en m'interrogeant sur les origines de la chasse à la baleine pratiquée au Pays Basque que j'en suis venu à émettre l'hypothèse qu'il y avait probablement eu un contact entre les hommes du Nord et les hommes de Gascogne. Et effectivement, en épluchant les chartes locales, j'ai découvert quelque chose qui n'avait a priori pas été relevé de manière très méticuleuse, c'est que la Gascogne avait été envahie par les hommes du Nord dès 840, c'est-à-dire un an avant la première attaque sur la Seine. Et cette invasion n'est pas une petite attaque contre un monastère, puisque au cours d'un même été, les 12 évêchés de Gascogne, les 12 cités de Gascogne sont prises, les 12 évêchés sont pris donc dans la foulée, et les évêques sont chassés de Gascogne. Et cette attaque revêt une dimension politique. Les évêques étaient les principaux relais du pouvoir, et éliminer les évêques, c'est prendre le contrôle politique d'une région. Et si cette invasion est politique, ça veut dire que dès le début, il y a eu des chefs qui ont mené une stratégie et qui ont visé des objectifs. Bref, les invasions auraient été une guerre. Et une fois qu'on a posé cette question, les invasions étaient-elles une guerre? Eh bien, les questions suivantes sont: quels chefs ont mené ces guerres? Pourquoi les ont-ils menées? Pourquoi ont-ils attaqué la Gascogne? Des questions qui n'ont jamais été posées jusqu'à présent, tout simplement parce que quand on a affaire à des pillards, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils cherchent. Ils attaquent au gré de leurs envies, il n'y a rien à comprendre. À partir du moment où on considère que c'est une guerre, ces attaques, il faut les expliquer et les comprendre. Donc, une fois qu'on a émis l'hypothèse que les invasions étaient une guerre, eh bien, il faut essayer de comprendre comment elle s'est déclenchée et pourquoi. Et pour cela, il faut revenir aux premières attaques qui sont connues et qui permettent d'envisager plusieurs hypothèses. Donc, la première attaque vraiment d'envergure connue est celle contre le monastère de Lindisfarne en 793 en Angleterre, une attaque qui va forger l'image du pillard de monastère que nous connaissons. Ceci dit, dès cette attaque, il y a un doute, car le monastère de Lindisfarne est le monastère le plus important du nord d'Angleterre, celui qui est en charge de l'évangélisation du pays. Et donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu un objectif politique, celui d'entraver l'action des chrétiens contre les peuples païens du nord d'Angleterre. Mais bon, cette attaque est donc la première, et elle va cristalliser l'image du pillard de monastère. Une autre attaque bien très intéressante pour nous est celle menée à Noirmoutier en 799. Là, on est au nord de l'Aquitaine, puisque l'Aquitaine carolingienne s'étend de la Loire aux Pyrénées. Et donc, cette attaque est intéressante, tout simplement parce que, c'est Armentaire, je crois, qui nous dit ça, 115 Danois sont tués au cours de ce combat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne réalisaient pas un raid. Ils ont été surpris par les troupes franques qui ont traversé le chenal de Goix à pied sec, puisqu'à marée basse, on peut rejoindre l'île en marchant, et qui auraient surpris un convoi qui était bloqué dans l'île. Un convoi commercial a priori, puisque les invasions n'avaient toujours pas commencé.
Et la question, c'est de savoir que faisait un convoi commercial à Noirmoutier en 799, 40 ans avant le début des invasions. Alors, certains ont suggéré qu'ils venaient chercher du sel à Guérande. La chose, c'est que les Francs, Charlemagne en tête, avaient interdit aux chrétiens de commercer avec les païens. Et donc, les païens étaient persona non grata dans l'Empire. Et donc, il est peu probable qu'ils soient venus à Guérande pour acheter du sel de contrebande. Le sel de contrebande, on peut en acheter un peu, mais pas de quoi justifier des expéditions assez importantes. Et donc, alors aussi, pourquoi est-ce que ce convoi est attaqué en 799 par les Francs? Parce que c'est une attaque franque. Eh bien, tout simplement parce que l'année précédente, en 798, Charlemagne avait mené une campagne en Saxe, il avait vaincu les Saxons, et une fois de plus, le chef saxon, Widukind, avait trouvé refuge au Danemark. Et Charlemagne s'était vengé sur les Saxons, il avait déporté 10 000 femmes et enfants saxons qu'il avait envoyés en Allemagne, en Germanie et en Neustrie, la future Normandie. Et la colère carolingienne, la colère de Charlemagne, concernait également les Danois qui avaient protégé le roi saxon. Et Charlemagne savait qu'il était impossible d'attaquer les Danois sur leur terre, avec leurs péninsules et leurs îles. Pour lui, c'était l'enfer. Le jour où il débarque dans une île danoise, les Danois sont les maîtres des mers, son armée, elle disparaît. Point. Donc Charlemagne comprend que jamais il n'arrivera à conquérir le Danemark. Et la seule manière pour lui de se venger, c'est de frapper les Danois là où ils sont les plus vénérables. Et les Danois longeant les rivages de l'Empire, Noirmoutier étant l'île la plus accessible à pied sec à marée basse, c'est là qu'il va décider de se venger des Danois. Et donc, l'attaque de Noirmoutier en 799 n'est pas une attaque de pillage qui est mal tournée, c'est une attaque franque de représailles contre des païens d'origine scandinave qui s'adonnent au commerce. Et alors, que font-ils à Noirmoutier? Eh bien, pour le comprendre, il faut trouver une source plus au sud, une source arabe, et c'est Ibn al-Athir qui le dit, et il nous explique que en 795, donc 4 ans avant l'attaque contre Noirmoutier, des Majous, c'est-à-dire dans la terminologie arabe des païens d'origine scandinave, combattent aux côtés des Asturiens qui sont chrétiens et des Navarrais qui sont chrétiens contre les Sarrasins. Et donc cette alliance de païens avec des chrétiens, si ce sont effectivement des Scandinaves, suggère que les Scandinaves avaient des relations pacifiées avec les souverains chrétiens du nord de l'Espagne. Cela suggère qu'ils étaient au nord de l'Espagne, non pas pour piller ou pour attaquer, mais pour le commerce. Alors quel genre de commerce pouvait attirer des Vikings au nord de l'Espagne? Eh bien, pour comprendre cela, il faut imaginer les flux commerciaux en Europe occidentale. Et à l'époque, la paix carolingienne permet le développement de 2 routes commerciales majeures. Une qui part de Venise, qui rejoint Genève et la mer du Nord, une autre qui part de Marseille, qui rejoint Lyon et qui également éclate vers la mer du Nord et la Manche. Et ces 2 routes commerciales vont faire la prospérité de l'Empire carolingien, à tel point que Dorestad, la principale ville commerciale sur le Rhin, va devenir la poule aux œufs d'or de l'Empire carolingien, et c'est les revenus générés par cette ville qui vont permettre de financer le train de vie des palais carolingiens. Et cette prospérité carolingienne va avoir un impact sur l'Europe du Nord. En effet, à partir de Dorestad, les commerçants frisons vont distribuer les marchandises venant de Méditerranée sur les pourtours de la mer du Nord, dans les îles britanniques, mais aussi au Danemark. Et cette prospérité franque va bouleverser l'équilibre des choses en Scandinavie. En Scandinavie, à l'époque, il y a 2 souverains dans le sud qui dominent la situation. Ils sont d'importance politique égale et appartiennent tous 2 à des dynasties prestigieuses. Mais le développement du commerce franc va enrichir de manière gigantesque le roi danois qui contrôle la route entre la Baltique et la mer du Nord, à la racine du Jutland. Et cette prospérité va faire qu'il va bientôt pouvoir être élu comme roi. Alors qu'est-ce qui se passe en Scandinavie avec les rois? En fait, les rois sont élus par des assemblées d'hommes libres, et ces hommes choisissent toujours le roi qui est le mieux à même de leur apporter la prospérité et la richesse. Et donc, à chaque fois que le roi danois va se présenter devant une tribu ou devant un clan pour être élu, eh bien, il va être élu.
Et il va peu à peu étendre sa domination sur la péninsule danoise, les îles danoises, le sud de la Suède. Et le roi norvégien, qui est son concurrent et qui vit dans le Vestfold, dans le golfe, dans le Vik, le golfe d'Oslo, ben, il comprend qu'un jour ou l'autre, la prospérité de son rival politique va faire qu'il va pouvoir se présenter aux élections dans le Vestfold et être élu à sa place. Et donc, le roi norvégien comprend que s'il ne fait rien, il est cuit. Et la seule manière pour lui de résister à la pression de son rival, c'est de devenir aussi riche que lui. Et il sait que, effectivement, la Norvège étant un cul-de-sac commercial, jamais le commerce ne viendra chez lui. La seule solution pour lui, c'est d'aller chercher le commerce là où il se trouve. Et le commerce, il se trouve en Méditerranée. Et donc, le roi norvégien va devoir trouver un chemin pour accéder au commerce méditerranéen qui ne soit pas contrôlé par les Francs ni par les Danois. Et l'Empire franc interdisant le commerce aux Danois, la seule manière, aux Scandinaves en général, la seule manière pour le roi norvégien d'accéder à la Méditerranée, c'est de contourner l'Empire. Alors les Suédois le feront par l'Est, à travers la Russie, un peu plus tard, mais les Norvégiens, à ce moment-là, le font par l'Ouest. Et ils vont longer les côtes de l'Empire et s'intéresser à la première route qui échappe aux Francs, et qui est une vieille route romaine qui part de Tarragone et qui rejoint Fontarabie, à l'angle sud-est du golfe de Gascogne, et une route qui est contrôlée par Pampelune, au sud des Pyrénées. Et donc, si on a des Danois, des Norvégiens, en tout cas des Madjous qui se battent aux côtés des Asturiens et des Navarrais dès 795 dans la région, c'est parce qu'ils sont là pour des raisons commerciales, et c'est pour acquérir des marchandises provenant de Méditerranée, passant par cette route non contrôlée par les Francs. Et donc, les chefs vikings qui s'intéressent à la région sont des rois commerçants. Et ça permet de comprendre pourquoi ils sont sitôt présents dans la région. Alors pourquoi est-ce que les Vikings envahissent-ils la Gascogne en 840? Il y a deux éléments de réponse. Un qui concerne pourquoi la Gascogne et l'autre qui concerne l'année. Alors, pourquoi est-ce que les Vikings investissent la Gascogne? Eh bien, tout simplement parce que, en 813, d'après les annales royales franques, le Vestfold, qui est donc le royaume de Ragnar, le chef de l'invasion, tombe effectivement sous la domination des Danois. Et donc, le voilà, un roi sans trône, avec juste une route commerciale sur laquelle il n'est même pas le maître, puisque la route qui emprunte l'axe Tarragone-Fontarabie est sous la domination du roi de Pampelune, qui est un allié, mais qui n'est pas lui-même, et il est également sous la menace de l'émir de Cordoue. Et lorsque Ragnar perd le Vestfold en 813, il lui faut absolument trouver un moyen politique d'assurer son pouvoir. Et la logique voudrait qu'il prenne le contrôle de la route commerciale. Mais attaquer Pampelune est hors de question. D'abord, c'est un allié. Ensuite, c'est un royaume puissant, aguerri, qui combat les Sarrasins. Il est riche, puisqu'il profite du commerce. Et donc, c'est un royaume virtuellement inattaquable. C'est le mieux organisé, le mieux défendu, avec une armée quasiment de métier. Donc, il est hors de question que Ragnar s'en prenne à Pampelune. Et quand bien même il s'en prendra à Pampelune et deviendrait maître de cette route aurait un autre inconvénient, c'est qu'elle serait toujours sous la menace de l'émir de Cordoue. Et donc Ragnar a une autre possibilité. Et en fait, au nord des Pyrénées, il y a moyen de faire quelque chose. Et alors pourquoi y a-t-il moyen de faire quelque chose au nord des Pyrénées? Eh bien tout simplement parce que lorsque les Arabes arrivent jusqu'à Poitiers en 732 et sont écrasés par Charles Martel, les Francs vont réussir à repousser les Sarrasins hors d'Aquitaine. Ils vont rester en Septimanie 70 ans, autour de Narbonne, avant d'être à nouveau chassés, mais l'Aquitaine est libérée par les Francs dès cette date. Le problème, c'est qu'une fois que l'Aquitaine a été libérée, les Francs ne sont jamais repartis. Et les Gascons vont vivre, les Aquitains vont vivre cette présence franque comme une occupation. Et la bataille de Roncevaux est un effet de cette présence franque. On ne supporte pas les Francs, donc on va les attaquer dans les défilés pyrénéens. Et donc c'est une région politiquement fragile, divisée, où il y a les pro-carolingiens, les anti-carolingiens, et donc c'est un endroit idéal pour les Scandinaves.
la route, en plus, s'il la conquiert, sera à l'abri des attaques des Sarrasins. Et assez éloignée du monde franc, puisque la Gascogne est très loin du monde franc. Et il faut savoir que quand on avait la capitale à Aix-la-Chapelle, il fallait franchir tous les fleuves de France avant d'arriver en Gascogne, ce qui faisait que la Gascogne était quasiment 2 fois plus éloignée que le nord de l'Europe de Aix-la-Chapelle. Et donc c'était une terre lointaine et très mal défendue par l'Empire franc. Et donc nos Vikings vont envahir la Gascogne en 840. Parce que Ragnar se dit que cette route sera plus facile à conquérir et plus facile à protéger après coup. Et donc, lorsqu'ils envahissent la Gascogne et qu'ils s'enfoncent, si on prend les cités prises de 250 km dans les terres, en fait, ils prennent toutes les cités de Gascogne, entre Bazas, Lapourdan qui est Bayonne, et ils vont jusqu'à Saint-Lizé en Ariège. Mais en fait, ils vont au-delà, ils vont atteindre la Méditerranée dès cette date. Et dès 840, ils atteignent la région de Narbonne et la Méditerranée. Alors pourquoi est-ce que les Vikings s'intéressent à cette route méditerranéenne? Eh bien, effectivement parce que ça leur apporte le commerce méditerranéen et ils en ont le contrôle. L'autre raison qui fait qu'ils vont attaquer en 840, elle est plus liée à la vie politique du royaume franc. Que se passe-t-il à cette époque? Eh bien, à partir de 814, à la mort de Charlemagne, Louis le Pieux hérite de l'Empire. Et en 817, il partage l'Empire et il va notamment donner l'Aquitaine, le royaume d'Aquitaine, qui n'a jamais fait partie de l'Empire carolingien, à Pépin Ier d'Aquitaine. Et donc ce roi se trouve maître du pays entre la Loire et les Pyrénées. Et c'est un pays que les Vikings longent depuis des décennies. Et quand je dis qu'ils longent, ça veut dire que les flottes vikings naviguent de jour, et chaque soir, elles font relâche dans des havres abrités. Des havres abrités, c'est pas une plage, c'est un port, quasiment avec des bâtiments, des entrepôts, du ravitaillement. Ça veut dire qu'ils ont aménagé des escales à peu près tous les 150 km le long de la côte. Or, de tels aménagements, c'est plus simple si on a des accords avec les souverains locaux qui vous autorisent à le faire. Et la question à savoir, quelles sont les relations entre Pépin et les Vikings qui longent les côtes? Eh bien, les Vikings qui longent les côtes, ce sont des commerçants qui écoulent les marchandises que produisent les Aquitains, qui leur vendent des marchandises et qui, à l'occasion, peuvent leur donner des coups de main, comme ils ont donné des coups de main au roi de Pampelune et des Asturies contre les Sarrasins. Et donc, l'intérêt de Pépin, qui est en conflit avec son père Louis le Pieux, n'est pas de se mettre à dos les païens qui longent ses côtes de manière pacifique, mais au contraire, de nouer des alliances et de s'enrichir mutuellement. Et donc, lorsque les Vikings vont longer les côtes d'Aquitaine, ils vont avoir un traité avec Pépin qui va leur dire « Ok, vous pouvez vous arrêter à tel endroit, ouvrir un marché, et je touche des droits de douane à chaque transaction, et c'est parfait. » Et donc, les Vikings et Pépin d'Aquitaine ont des relations commerciales, amicales, pacifiques. Et en 838, Pépin d'Aquitaine meurt. Et les grands d'Aquitaine vont élire son fils Pépin II pour lui succéder, mais Louis le Pieux, qui voulait récupérer l'Aquitaine, va dire « Non, non, le roi d'Aquitaine, ça va être mon 4e fils, Charles le Chauve. » Et donc, en 838, à la mort de Pépin, il y a 2 rois d'Aquitaine. Il y en a un de trop, et Louis le Pieux, en 839, va mener une campagne en Aquitaine, et va réussir à capturer son petit-fils, Pépin II d'Aquitaine. Et ça, il le fait en novembre 39, il capture Pépin, et l'invasion viking a lieu en avril 840, moins de 6 mois après. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, nos vikings qui sont installés sur les côtes, et qui ont des bases assez importantes en Gascogne, sur la côte landaise, eh bien, ils vont dire non, Louis le Pieux a pris le contrôle de la rive droite de la Garonne en capturant Pépin. Logiquement, la suite, ça sera de prendre le contrôle de la rive gauche. Et s'il prend le contrôle de la rive gauche, ça sera pour en chasser les Vikings. Et donc les Vikings disent, nos traités sont menacés par Louis le Pieux, donc on envahit la Gascogne, c'est-à-dire la rive gauche de la Garonne, et en 840, ils prennent toute la Gascogne jusqu'à la Garonne. Et au nord des Pyrénées, ils vont aller jusqu'à la Méditerranée. Et donc, c'est en quelque sorte une mesure préventive, non pas pour envahir le royaume de Pépin d'Aquitaine, qui est prisonnier à Aix-la-Chapelle, mais pour empêcher que son royaume tombe entre les mains de leur ennemi commun, qui est l'empereur Louis le Pieux. Et donc, les 2 raisons politiques, la recherche d'une route commerciale sûre
et la capture de Pépin II d'Aquitaine vont motiver, en 840, l'invasion de la Gascogne. Donc oui, alors l'invasion de la Gascogne, c'est une invasion très intéressante, tout simplement parce que les textes francs n'en parlent pas. Et donc certains concluent qu'elle n'a pas existé. Pourtant, il y a des sources qui l'évoquent. Et la première d'entre elles n'est pas gasconne d'ailleurs, elle est normande. Il s'agit du livre noir de la cathédrale de Coutances qui cite la chronique de Tours, et la chronique de Tours précise que la première année du règne de Lothaire, la Gaule est victime d'une invasion. Alors Lothaire, la première année du règne de Lothaire, c'est 840, date de la mort de Louis le Pieux. Et donc ce texte nous dit qu'en 840, la Gaule est victime d'une invasion. Ce qui est intéressant, puisque d'après les annales de Saint-Bertin, la première attaque a lieu l'année suivante contre Rouen en 841. Et donc, de quelle attaque s'agit-il? Une attaque ignorée par les Francs. Mais en fait, on retrouve une information à peu près identique en Gascogne. Par exemple, Pierre de Marca, qui écrit l'histoire de Béarn en 1640, va reprendre un texte de Nicolas Bertrand, un Toulousain, la Geste des Toulousains. Et dans cette Geste des Toulousains, Nicolas Bertrand cite de vieilles chartes, dont certaines ont disparu, et nous explique que l'année où il y a eu l'éclipse, alors l'éclipse en question a eu lieu le 5 mai 840, eh bien la Gascogne est envahie massivement. Et donc, Nicolas Bertrand confirme qu'en 840, il y a bien eu une invasion en Gaule et que celle-ci s'est déroulée en Gascogne. Cette information d'une invasion en Gascogne est également confirmée par le cartulaire de Tarbes qui énonce 9 des 12 cités de Gascogne qui tombent effectivement cette année-là. Et la charte de l'Escar cite de son côté 8 cités, qui complètent les 9 cités, enfin des redondances, mais bon, les 12 cités de Gascogne sont nommées. Et la charte de l'Escar précise que les Vikings, les Normands, éliminent les évêques et que la Gascogne restera sans évêque. Et quand on se donne la peine d'éliminer les évêques, sachant que les évêques sont les relais du pouvoir politique, ça veut dire qu'on prend le contrôle politique d'une région. Et donc il ne s'agit pas de raid contre des pillards de monastères mal défendus, il s'agit d'une attaque menée contre les 12 cités de Gascogne, la plupart fortifiées. Donc il ne s'agit pas du tout de raid de pillards. Et l'élimination des évêques confirme qu'il y a une intention de prise de contrôle politique territoriale. Et donc cette invasion, elle est évoquée également par d'autres sources, et notamment, par exemple, André de Bergame, en 861, 20 ans après la bataille de Fontenoy, en Puisée, où les Francs se sont entretués, le chroniqueur italien explique que cette bataille fut un tel carnage, les nobles d'Aquitaine furent tellement décimés dans ce combat qu'ils n'eurent plus la force, par la suite, pour s'opposer aux Normands qui envahissaient l'Aquitaine, et ils n'ont pas pu les empêcher de s'emparer de leurs terres. C'est-à-dire qu'André de Bergame nous dit en 861 que les Vikings s'emparent de l'Aquitaine, et nous avons aujourd'hui des historiens qui nous disent non, en Aquitaine, c'était des pillards de monastères. Je suis désolé, mais entre des conclusions faites par des historiens de Normandie, pour ne pas les citer, qui n'ont jamais traversé la Loire pour étudier ce qui se passait au sud, et un texte contemporain, et plusieurs textes contemporains qui disent qu'il y a une attaque massive en Gascogne, il y a un problème. Il y a un problème. Et peut-être que évoquer ce problème, ça gêne ces historiens. Moi, je constate une chose, c'est que en 1911, quand on a demandé aux historiens normands de écrire l'histoire des invasions vikings en Occident, ils ont décidé d'étudier les fondateurs de la Normandie, c'est-à-dire les Danois au nord de la Loire, et d'ignorer ce qu'avaient fait les Norvégiens au sud. Et Lucien Musset, en 1971, Lucien Musset, qui est l'historien de référence sur les invasions vikings, nous explique au sud de la Loire, dans le golfe de Gascogne, sur la Garonne, c'était des pillards norvégiens qui n'ont rien fait d'important. Les chartes gasconnes nous disent qu'on a une invasion massive un an avant la première attaque sur la Seine. Donc quand on voit comment est étudiée la question, on comprend pourquoi cette invasion de la Gascogne non seulement n'a jamais été étudiée, mais elle ne sera jamais étudiée par les historiens qui ne veulent surtout pas remettre en cause un discours qu'ils répètent depuis plus de 100 ans, puisque ça fait depuis 1911, grosso modo,
le millénaire de Normandie, que les Normands ont décidé de ne jamais franchir la Garonne. Ben, je suis désolé, mais quand vous êtes un historien, que vous prétendez étudier l'histoire de France et que vous vous contentez d'étudier la moitié nord du champ de bataille, eh bien vous n'avez pas fait le boulot. Vous ne pouvez pas comprendre une bataille en ignorant la moitié sud du champ de bataille. Et c'est parce que je dis ces choses-là qu'on va m'accuser d'être un imposteur ou des choses comme ça. Moi je dis non, je ne suis pas un imposteur, j'ai des chartes, j'ai des textes et je les fais parler. Et si elles disent quelque chose qui déplaît aux historiens, eh bien je suis pour rien. C'est pas moi qui suis méchant, ce sont les sources qui sont gênantes. Et parmi les sources qui évoquent l'invasion de la Gascogne, il y en a une très intéressante. Il s'agit d'une charte que j'ai nommée la charte de l'Aubanère. Pourquoi l'ai-je nommée ainsi? Ben, tout simplement parce que cette charte a été découverte en 1810 dans les fondations du château médiéval de Mont-de-Marsan, au moment où il a été rasé. Et dans une niche scellée, on a trouvé une boîte avec 5 ou 6 chartes, dites chartes de Mont-de-Marsan. Alors, ces chartes étaient des textes rédigés en 1401, au moment où on a restauré le château médiéval de Mont-de-Marsan, et elles étaient des copies d'actes plus anciens. 5 d'entre elles dataient de 1140 et relataient la fondation ou la refondation de Mont-de-Marsan comme une ville, et il y en avait une plus ancienne, qui datait de 1012 et qui avait été réalisée à la demande du comte de l'Aubanère. Et cette charte reprenait les écrits de l'évêque de Dax, qui avait assisté à l'invasion normande lorsqu'il était en poste au IXe siècle. Et donc on a une charte, que je vais nommer la charte de l'Aubanère pour la distinguer des autres chartes de Mont-de-Marsan, qui reprend des écrits du IXe siècle, les rédige en 1012 et recopie en 1401 et redécouverte en 1810. Alors évidemment, un historien va dire « Ah, mais de telles copies ne sont pas fiables pour travailler dessus. » Je dis oui, elles sont peut-être pas aussi fiables qu'un texte de première main, mais en l'occurrence, il est excessivement rare d'avoir un texte du Xe siècle en bon état. Et lorsque les moines se donnent la peine de recopier un texte, en général parce qu'il est en train de se décomposer, de disparaître, et que la copie est la seule façon de préserver un texte. Et considérer qu'un texte, s'il n'est pas contemporain des événements, doit être mis de côté parce qu'il est considéré comme suspect, je ne considère pas que ce soit une démarche scientifiquement justifiée. Les sources tardives sont des copies, elles peuvent renfermer des erreurs, elles en renferment, c'est indéniable, mais elles n'ont pas été forcément commises de mauvaise foi pour tromper les historiens du futur. Il y a des erreurs, il y a un copiste de 1401 qui voit une charte de l'an 1000, eh il va identifier des villages, il va dire « Ah, ça c'est tel village », et puis il va lui donner son nom actuel plutôt que le nom ancien qui ne dira rien à personne. Et c'est le genre d'erreur qu'on retrouve dans cette charte. La charte va nommer des villes qui n'existaient pas sous ce nom-là au moment des invasions vikings. Donc, ça va être parmi ces éléments-là qu'on va dire « Ah, mais c'est un texte suspect ». Mais ceci dit, quand elle a été découverte en 1810, bon, on a dit ok, on a découvert des chartes, et puis finalement ça va intéresser personne. Et on va les remiser dans un placard à l'hôtel de ville de Mont-de-Marsan, et dans les années 1840, 30 ans plus tard, on va les ressortir. Et là on va les étudier, on va dire ah mais c'est remarquable, ces chartes racontent quelque chose d'intéressant, tout le monde va les valider. Et 20 ans plus tard, alors non, tout le monde non, Jean-Justin Montlezun, un historien va dire non, ce sont des faux, ou en tout cas elles sont suspectes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elles parlent d'une invasion de la Gascogne qui est absurde, puisque personne n'en parle. Et que, voilà. Et en fait, c'est Jean-François Bladet qui, en 1861, va démontrer que ces chartes sont des faux. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que Jean-François Bladet est un folkloriste qui avait une grande gueule, comme on dit à l'époque, mais qui avait des arguments qui étaient un peu tirés par les cheveux. Et l'argument principal qui va lui permettre de démontrer que cette charte est un faux, c'est qu'il constate dans la charte que l'embouchure de l'Adour se trouvait vraisemblablement à Cap-Breton au moment des invasions vikings. Et les spécialistes vont dire, ben, c'est absurde, puisque de toute façon, au moment des invasions vikings, l'embouchure de l'Adour se trouvait à Bayonne. La preuve, c'est que les Vikings étaient installés à Bayonne et que les Vikings s'installaient aux embouchures. Donc, voilà ce qu'il fallait en fait.
Bon, le problème, c'est que effectivement, la charte disait vrai et l'embouchure se trouvait bien à Cap-Breton au moment des invasions vikings. C'est-à-dire que ce spécialiste a prouvé que c'était un faux en vertu d'un critère qui était lui-même faux. Et c'était la charte qui était dans le vrai. Pourtant, malgré cette erreur, eh bien, son jugement va être repris de manière unanime par tous les historiens de Gascogne qui vont dire non, c'est un faux. C'est un faux, forcément, puisqu'elle décrit une invasion qui n'a jamais eu lieu. Parce que si une invasion a eu lieu, on l'aurait su. Bon. Alors moi, je remarque deux choses intéressantes dans cette charte. C'est qu'à un moment donné, le chroniqueur nous explique que les invasions sont grosso modo lancées depuis Funibus Terrae, c'est-à-dire la Pointe de Grave, et puis depuis Mimizan. Or, il se trouve que c'était les endroits où j'ai identifié des fortifications en terre portant des noms scandinaves. Et que, donc, pour moi, c'est pas surprenant. Et ce qui est intéressant, et que je confirme à tout point de vue, c'est que, d'après cette charte, les invasions ne sont pas lancées depuis la Scandinavie, mais depuis des bases installées sur nos côtes. Et je confirme que lorsqu'en 841, les Vikings attaquent Rouen, ou Paris en 845, ils ne viennent pas de Scandinavie, ils viennent de Cherbourg. Ils sont installés dans le Cotentin depuis 836. Lorsque les Vikings s'attaquent à Nantes en 843, ils ne viennent pas de Scandinavie. Ils sont installés à Quiberon. Et en fait, toutes les attaques vikings, elles ne vont pas être lancées de Scandinavie, parce que c'est ingérable, elles vont être lancées depuis des bases situées sur les côtes. Et lorsqu'on nous dit que les Vikings retournaient dans leurs terres là-haut pour hiverner, il faut être un peu sérieux. Là-haut, on rationnait la nourriture. En France, on avait la nourriture à profusion. Donc si vous voulez faire hiverner une troupe, vous n'allez pas la ramener là-haut, vous allez laisser là où il y a de la nourriture, en France. Et donc les Vikings qui ont lancé les invasions étaient installés sur les côtes depuis plus d'une décennie lorsqu'elles se sont lancées. Et donc cette charte nous dit effectivement que les attaques contre l'Aquitaine sont lancées depuis la Pointe de Grave et depuis Mimizan. Ce qui est donc conforme à la pratique des Vikings. En gros, ça veut dire que le faussaire de 1810, puisque a priori on va accuser un gars en 1810 d'avoir fait cette charte, il avait compris que les invasions vikings ne venaient pas de Scandinavie, et il était en cela 2 siècles en avance sur ses contemporains. Donc pour un faussaire, c'était un faussaire assez brillant. Et l'autre chose intéressante, c'est que il va expliquer, ce faussaire, que les Vikings vont envoyer des auxiliaires dans les monts ibériens. En gros, ils envoient des éclaireurs dans les cols des Pyrénées. Alors ce qui est remarquable, c'est que les historiens nous ont toujours dit « Non, les Vikings, ils s'intéressent aux rivières, et ils ravagent la plaine, et puis ils repartent. » Moi, je peux vous dire que dans toutes les vallées pyrénéennes, j'ai trouvé des noms scandinaves. Et je peux vous dire que les vallées pyrénéennes les intéressaient, parce que c'était les cols vers l'Espagne et vers la Méditerranée. Ce sont les routes commerciales qui intéressaient les Vikings, et les Pyrénées. Ils n'ont pas vu dans les Pyrénées une barrière infranchissable, une terre agricole pauvre. Ils ont déjà vu des vallées riantes par rapport à leur vallée de Norvège, et ils ont surtout vu des routes commerciales majeures qui allaient pouvoir faire leurs affaires. Et donc, quand le chroniqueur ou le faussaire nous dit qu'ils envoient des éclaireurs explorer les cols des Pyrénées, eh bien, c'est parfaitement logique pour des commerçants qui cherchent des routes commerciales. Donc ça veut dire que notre faussaire avait compris que c'était des commerçants qui envahissaient la Gascogne pour le commerce. Donc, ces deux aspects me disent soit notre faussaire est un génie, soit il dit la vérité et la charte est authentique.